Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast La mentalité du gestionnaire de richesse. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un moment durant lequel on va aborder ce qui touche à notre manière de penser en lien avec les sujets d'actualité économique et la gestion de nos finances. Un gestionnaire de richesse, c'est une personne qui a décidé d'être aux commandes, de ne plus subir son argent, mais plutôt de lui donner une direction précise afin que celui-ci travaille pour l'accomplissement de sa vision. Je m'appelle Ketchina et j'ai créé Excellence Éducation. Je suis également stratège en pilotage financier. Concrètement, je transforme le chaos financier et opérationnel en système de croissance pour les individus et les entreprises. J'accompagne principalement les femmes et notamment les entrepreneurs. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Le titre de l'épisode de ce jour est « Comment se positionner en temps de crise ?» On va aborder les sujets d'actualité puisqu'il y a quelques jours sur WhatsApp, nous avons fait un sondage pour savoir qui a suivi les dernières actualités géopolitiques, mais aussi économiques, notamment ce qui se passe sur les marchés financiers. Discours du président de la République Emmanuel Macron, prix du pétrole, prix du gaz, etc. Beaucoup de sujets ont été abordés et on s'est rendu compte auprès de notre communauté que plusieurs d'entre vous avaient déclaré vouloir mieux comprendre ce qu'il se passe parce que c'était un petit peu confus. On avait alors expliqué qu'en temps de crise, il y a au minimum 3 types de personnes. Ceux qui subissent, ceux qui survivent, ceux qui s'enrichissent. Et ce qui différencie ces 3 personnes, c'est tout simplement une question de compréhension, d'information. L'un des livres qui m'a aidé à le comprendre personnellement, c'est Comprendre l'écosystème économique ambiant de Grace Emen. C'est un livre que je vous recommande, donc si vous pouvez vous le procurer, vraiment n'hésitez pas. Nous allons donc rebondir sur l'actualité au travers d'une question simple. En temps de crise, comment se positionner ? Puisqu'avec la guerre en Iran, le blocage du détroit d'Ormuz, la volatilité du cours de Brent, donc par extension la hausse du prix du carburant, on se retrouve dans un climat d'incertitude. Alors, au travers de l'épisode de ce jour, nous allons tenter de vous expliquer la situation et surtout de vous apporter une analyse qui soit assez impartiale pour que vous puissiez bien comprendre chaque élément qui va être exposé. Donc, sans plus tarder, on va démarrer avec une analyse du contexte mondial. Alors c'est vrai, nous ne voyons pas directement à nos portes les conflits armés, les militaires, les bombes, etc. Mais nous vivons dans un contexte qui est particulier et qui ne doit pas être pris à la légère. On vit à l'ère de la mondialisation et du capitalisme. Donc ce qui se passe dans un coin du globe peut très vite avoir un impact sur l'autre extrémité en un clin d'œil. D'ailleurs, le Covid nous l'a bien démontré. Toutefois, il ne faut pas céder à la panique, il n'y a pas de crise, juste un contexte tendu qui va évoluer au cours du temps et permettre au passage à certains de prospérer, d'autres de vivre, pendant que d'autres n'auront tout simplement pas d'autre choix que de survivre et de subir. Petit disclaimer quand même, ce podcast n'a pas pour ambition de donner des conseils en investissement ni d'inciter à l'action. Vous êtes responsable de vos propres décisions et au travers de cet épisode, nous voulons tout simplement transmettre une lecture des événements parmi tant d'autres perspectives qui sont possibles. Ne prenez pas pour argent comptant ce que l'on vous dira, surtout s'il s'agit de conseils de votre mamie Ginette qui est au village ou encore de tonton Gérard du tabac du coin. Nous vous encourageons donc vivement à vous informer auprès de sources fiables et de plusieurs médias officiels reconnus et libres de toute influence politique et économique afin de forger votre esprit critique et de vous faire votre propre avis sur la situation. Moi-même personnellement, mais ainsi que toute l'équipe d'Excellence Éducation, nous vous encourageons en ce sens. Sans plus tarder, faisons un focus sur le portefeuille français. Étant donné que la majeure partie de nos abonnés sont en France, je vais aborder uniquement l'impact de la situation sur le portefeuille français. Je vais tenter au travers de cet épisode d'expliquer au mieux comment un événement qui se déroule à l'autre bout du monde peut avoir un impact direct et concret sur notre portefeuille à ce jour. On abordera donc le cours Brent, l'annonce du président Emmanuel Macron à l'issue de la discussion du G7, le rôle de l'AIE et on verra également un cas concret de l'impact sur nos portefeuilles avec Monsieur Michel-Édouard Leclerc qui avait annoncé une diminution du prix du carburant de 30 centimes d'euros par litre à la pompe et qui finalement s'est rétracté à ce jour. Cela démontre donc quelque chose de très important. En temps de crise, l'information est capitale. C'est ce qui va permettre à chacun de pouvoir se positionner pour survivre ou s'enrichir et à l'inverse, le manque d'information va conduire d'autres à tout simplement subir les situations qui vont se produire. Certains pourront donc saisir les opportunités qui se présentent, notamment différentes puissances mondiales qui possèdent et raffinent du pétrole par exemple. On peut mentionner ici le Nigeria ou encore le Venezuela. Alors que d'autres, à l'inverse, peuvent être laissés comme le Japon. Pardon, lésés, pas laissés. Il est donc très important
lors de conflits majeurs, de bien s'informer. On peut regarder les médias, les marchés financiers, utiliser une IA également, mais tout en contrôlant les sources utilisées et en approfondissant nos recherches pour étoffer notre esprit critique. Donc, gestionnaire de richesse, attachez vos ceintures, nous allons rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Première partie, définition et clés de compréhension. Ici, nous allons commencer par définir tous les mots-clés afin de bien comprendre notre sujet. Il est donc important de prendre en compte toutes les informations qui nous sont données. Je vais donc commencer par 3 définitions en tâchant de vulgariser un maximum pour que ce soit compréhensible de tous. Première définition, le G7. Qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de discussion et de concertation politique qui réunit 7 des puissances économiques les plus avancées du monde. On y compte comme États membres la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada. L'Union européenne y est donc bien représentée puisqu'il y a quand même 3 puissances qui sont issues de l'Union européenne comparées aux autres États. Le rôle du G7, c'est de se réunir pour coordonner leurs positions sur les grandes crises mondiales, donc tous les sujets qui vont toucher à la sécurité, à l'économie et actuellement la réponse militaire et diplomatique au conflit en Iran. Le G7 a pour fonctionnement tout simplement des votes et des discussions. Donc en réalité, le G7 ne vole pas de loi puisqu'ils n'ont pas de pouvoir légal contraignant. Par contre, les déclarations qui sont faites par le G7 influencent massivement les marchés financiers et les décisions de l'ONU. Il se trouve justement que c'est le G7 qui a donné le feu vert politique à la libération des stocks de pétrole pour stabiliser l'économie mondiale, d'où le discours du président de la République française Emmanuel Macron annonçant la libération de 400 millions de barils des réserves stratégiques. Deuxième définition, l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie. C'est une organisation autonome créée en 1974, donc juste après le premier choc pétrolier, pour aider les pays développés à faire face aux interruptions d'approvisionnement en pétrole. L'AIE a pour mission principale d'assurer la sécurité énergétique. C'est elle qui gère les fameux mécanismes des réserves stratégiques. Chaque pays membre a l'obligation de détenir des stocks de pétrole équivalents à au moins 90 jours d'importation nette. Ensuite, l'AIE a un rôle aussi de statistique puisqu'elle fournit les données les plus fiables au monde sur la production et la consommation d'énergie. Enfin, l'AIE a aussi un rôle de conseil puisqu'elle assure le conseil de gouvernement sur les énergies renouvelables et la neutralité carbone. Enfin, nous passons à la troisième définition, la plus importante de notre sujet du jour, le détroit d'Ormuz. Bon, j'ai dit Hormuz, je pense qu'on dit Hormuz, bon, vous avez compris en tout cas de quoi je parle, le fameux détroit qui est donc au cœur de l'actualité. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un point de passage du trafic maritime en opposition au trafic aérien et terrestre. Donc, comme je vous le rappelle, on est dans un contexte de mondialisation. Donc, ça veut dire que les économies sont interconnectées, donc il y a des voies de passage de trafic, notamment pour les marchandises, afin qu'elles puissent circuler. Et il existe donc différentes voies, donc, notamment par la voie aérienne, la voie terrestre, donc par exemple au travers du train, mais on a principalement du trafic maritime aujourd'hui pour différentes puissances mondiales. La France en fait partie par exemple, et ça permet donc de pouvoir importer et exporter des marchandises. Et en l'occurrence, le détroit d'Ormuz est un point stratégique puisque environ 20% de la consommation mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié y transite chaque jour. Le détroit d'Ormuz est donc considéré comme étant le point le plus stratégique de la planète pour l'énergie. Il se trouve d'ailleurs que des pays comme le Japon et la Chine dépendent quasiment exclusivement de ce verrou car c'est une voie maritime proche. Sa fermeture ou son blocage, comme c'est le cas actuellement avec des centaines de navires à l'arrêt, rend les alternatives terrestres, oléoducs, etc., par exemple pour l'acheminement du gaz, donc largement insuffisantes car pas en capacité de gérer les mêmes volumes, mais aussi pas forcément avec le même budget, donc les mêmes coûts et les infrastructures nécessaires, le même niveau équivalent de trafic. Donc cela représente un véritable problème majeur et c'est pour ça donc qu'il y a une crise à ce jour puisque avoir ce détroit fermé et bloqué pose un problème pour différentes puissances mondiales. Et au-delà des puissances mondiales, cela pose aussi un problème d'approvisionnement, tout simplement pour les populations, puisque donc au-delà du pétrole et du gaz, on constate aussi que par voie maritime circulent d'autres produits, par exemple textiles ou encore alimentaires. On se doute bien donc qu'un porte-conteneur, par exemple, ne va pas transporter les mêmes quantités qu'un porte-avions. Donc cela paraît plutôt compréhensible et logique. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast en faisant une analyse des annonces et des chiffres.
Le 11 mars 2026, suite à une réunion du G7, le président de la République française, Emmanuel Macron, a confirmé la participation de la France à une libération historique de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques de l'AIE, donc environ 14,5 millions pour la France. L'objectif de cette annonce est de compenser la paralysie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz provoquée par la guerre en Iran. Cependant, l'effet de cette annonce est plutôt débattu car l'effet escompté de cette annonce, qui était plutôt psychologique que financière, et donc la retombée sur les marchés financiers, notamment du cours du baril de pétrole, est mitigée car les marchés sont gouvernés avant tout par la loi de l'offre et de la demande. Donc, lorsqu'un produit est très demandé et se raréfie, les prix vont alors augmenter car les fabricants et les fournisseurs vont chercher à profiter de la crise pour pouvoir faire du profit en vendant leur stock au plus offrant. Je vous rappelle que l'on vit dans un monde capitaliste, donc il faut s'attendre à ça de manière très logique. De ce fait, de nombreux économistes sont sceptiques par rapport à cette annonce et d'ailleurs, il a été prouvé que cette quantité représente qu'environ 20 jours de transit habituel par le détroit. L'effet de l'annonce est donc perçu comme un amortisseur psychologique temporaire plutôt que comme une solution durable au déficit d'offres afin de stabiliser temporairement le prix en rassurant les marchés et pour démontrer que l'État est présent. C'est donc pour ainsi dire, calmez-vous au plus offrant et surtout cherchez à endiguer une potentielle crise. En ce qui concerne le prix du baril du pétrole, il suffit de regarder le cours Brent sur internet et l'on peut avoir accès au prix moyen en direct. Pour vous faire une idée, j'ai été regarder les chiffres sur Google avant la crise, donc en janvier 2026, et comparer avant l'annonce effectuée par le président de la République française Emmanuel Macron, après l'annonce et également aujourd'hui. Et on constate une stabilisation mais qui reste quand même très limitée parce que le marché reste très volatile. Donc voici quelques chiffres. Juste avant la guerre, en janvier 2026, on constate que le prix moyen du baril Brent s'élevait entre 65 et 72 $. Donc on voit que le marché est stable, voire en léger excédent d'offres. En début du conflit, donc le 28 février 2026, le prix du baril commence déjà à remonter et passe entre 80 et 90 $. C'était une première flambée immédiate suite aux frappes effectuées en Iran. Ensuite, on a un deuxième pic de crise, donc entre le 9 et le 11 mars 2026, où le prix du baril Brent, donc le prix moyen, passe entre 117 et 120 $. Donc on voit qu'il y a littéralement une panique liée au blocage total du détroit d'Ormuz. Ensuite, on voit qu'à partir d'aujourd'hui, donc à la mi-mars 2026, le prix moyen du baril de pétrole s'élève entre 90 et 105 $. Donc il y a une légère détente suite aux annonces et de déstockage et aux rumeurs de fin des hostilités, mais rien n'est encore sûr puisque selon les heures auxquelles on va regarder le cours, on va voir que parfois le baril remonte autour de 110 $, ensuite on passe à 105, ensuite on passe à 112, donc c'est très serré, très volatile et donc il faut pouvoir suivre de manière très régulière pour pouvoir, en tout cas pour les personnes qui ont besoin d'acheter aujourd'hui, acheter au bon prix. Mais de manière très singulière, ce n'est pas du tout le moment d'aller acheter du pétrole. Mieux vaut attendre. Du moins, c'est ce que beaucoup d'experts recommandent sur le sujet. Donc, n'étant pas une experte en investissement, je me contenterai donc de rapporter les infos que d'autres ont rapportées sur ce sujet. On va passer maintenant à la partie 3 de ce podcast, donc le cas d'usage du distributeur Leclerc. Maintenant que le contexte est plutôt clair, vous vous demandez sûrement quel est l'impact que ceci peut avoir sur nous aujourd'hui en tant que consommateurs de carburant. De manière simplifiée, il suffit d'aller à la pompe à essence pour le voir. Les prix ont flambé. Parce que se fournir en pétrole est devenu plus complexe dû à la guerre en Iran, pas mal de pays du Golfe qui exportent du pétrole se retrouvent en incapacité de pouvoir fournir d'autres nations. Et surtout la fermeture du détroit d'Ormuz qui, je le rappelle, sert au trafic maritime du commerce mondial de pétrole à hauteur de 20% est donc bloqué. Cela représente donc un risque de raréfaction de l'offre de pétrole, de complexité pour se fournir, donc du hausse du prix d'achat à la production de carburant, le pétrole en étant la matière première, mais également à son exportation et son importation, donc par extension, une hausse du prix pour le consommateur final. Cependant, je vais vous expliquer tout ceci plus en profondeur au travers du cas d'usage suivant, l'annonce de Monsieur Michel-Édouard Leclerc, qui est le président du comité stratégique de la coopérative de commerçants indépendants Leclerc, donc les supermarchés que nous connaissons bien, car il avait annoncé une baisse des prix dans tous les supermarchés de la coopérative de 0,30 centimes d'euros du litre
de carburant à la pompe, sauf que dans les faits, le 20 mars, donc le jour où j'enregistre ce podcast, il s'est rétracté. Avant d'aller plus loin, remettons les choses dans leur contexte. Monsieur Michel-Édouard Leclerc n'est pas le PDG de Leclerc, ok ? Il est le président du comité stratégique. Il est donc le visage et le porte-parole du groupement. Il définit la ligne politique et défend l'image de la marque dans les médias. Le groupe Leclerc est une coopérative de commerçants indépendants. Donc chaque propriétaire de magasin, par exemple le patron du Leclerc de, je ne sais pas moi, on va dire Villeneuve-Saint-Georges, s'il y en a un là-bas, je ne suis pas sûre, mais bon, on vérifiera après coup, est juridiquement indépendant. Il n'y a donc pas de lien de subordination directe entre M. Michel-Édouard Leclerc, qui pourrait ordonner une baisse de prix, comme s'il faisait un décret par exemple, donc au responsable de magasin Leclerc de Villeneuve-Saint-Georges. Il ne pourrait pas lui dire « il faut baisser les prix parce que j'ai annoncé ça ». Non, du tout, ça ne pourrait pas se passer comme ça dans les faits. Son pouvoir repose plutôt sur le consensus. S'il annonce 30 centimes de baisse, c'est qu'il aurait obtenu l'accord des instances dirigeantes du groupement Leclerc, donc, et qu'il sait que les adhérents suivront pour ne pas créer de cacophonie nationale. On pourrait donc penser qu'avec une telle annonce, M. Leclerc a choisi un positionnement très clair face à la crise. Il veut être une solution, mais également faire du profit. Légalement, une entreprise ne peut pas faire ce qu'elle veut avec les prix de l'essence pour deux raisons. La première, c'est l'interdiction de la revente à la perte. En France, il est strictement interdit, donc d'après la loi Egalim et le Code du commerce, de vendre un produit moins cher qu'on l'a acheté. Si Leclerc achetait son essence à 1,90€ et la revendait 1,60€, il risquerait des amendes colossales. La deuxième raison, c'est la réalité de l'annonce. Tout simplement, en ce mois de mars 2026, M. Leclerc affirme que cette baisse est possible car il a mis la pression sur les raffineurs. En clair, il ne dit pas qu'il réduit sa propre marge, qui est déjà quasi nulle sur le carburant, mais qu'il a négocié une baisse du prix d'achat en gros. Sauf que la réalité en est tout autre. La stratégie du prix coûtant, qui est l'outil favori des distributeurs, ne s'avérera pas être efficace dans ce cas, puisque cette stratégie repose sur quelque chose de simple. Renoncer à sa marge de quelques centimes pour ne pas avoir à descendre sous le prix d'achat à la revente. Donc les 30 centimes annoncés correspondent à une répercussion de la détente des cours mondiaux, donc dû au déstockage de l'AIE par exemple, cumulé à une opération marge zéro, en tout cas quasiment zéro, dans les stations. Sauf qu'à ce jour, le 20 mars 2026, M. Leclerc s'est rétracté et s'est excusé de son annonce. Il a avoué avoir anticipé à tort une baisse du coût du pétrole qui aurait permis une baisse du coût du carburant. On peut donc en conclure que, par rapport au titre de cet épisode, M. Leclerc passe de la catégorie 3 à la catégorie 2 dans notre échelle pour savoir comment se positionner face à une crise en choisissant la survie et en faisant clairement appel à l'État pour qu'il y ait une baisse du coût du carburant. Or, l'État français à ce jour a confirmé ne pas baisser les taxes sur le carburant. Donc, la stratégie du prix coûtant n'est pas applicable et ne pourra pas être tout simplement mise en place. Et c'est pour cette raison que M. Leclerc s'est rétracté sur son annonce qu'il avait effectuée. À mon humble avis, en appeler à l'État aurait dû être la communication première de M. Leclerc face à la volatilité des prix sur le marché avant de faire une annonce directe aux consommateurs. Car faire une telle annonce supposait donc avoir un poids ou en tout cas une force de négociation, en tout cas quelque chose qui permette d'avoir un effet de levier, donc de la part de la coopérative Leclerc auprès des raffineurs ou en tout cas des fournisseurs de carburant, ce qui s'avère ne pas être le cas à ce jour. L'annonce de baisse de prix représentant potentiellement un risque légal, mais aussi un risque en termes de communication, bad buzz, déception des consommateurs, l'anticipation avec l'appui d'un analyste ou d'un responsable financier aurait été précieux à M. Leclerc. L'annonce soulevait également indirectement une question logistique. Comment est-ce que Leclerc aurait pu acheminer et écouler les quantités faramineuses de carburant achetées via la négociation du prix en gros au regard de la situation actuelle et surtout de ses moyens? Alors je ne connais pas exactement les capacités de stockage, d'acheminement, le fonctionnement de Leclerc en détail, mais c'est une question qui se pose en fait dans ce type de situation. Donc on va tout simplement conclure en abordant maintenant les perspectives finales de cet épisode. On se rend compte qu'il y a un véritable impact du conflit iranien sur les prix à la pompe en mars 2026. L'essence joue aux montagnes russes au niveau des prix et ça je pense qu'en tant que consommateur, vous l'avez bien vu.
Le constat, en début mars, le litre frôlait ou dépassait à peine les 2 euros dans de nombreuses régions. Après l'annonce du conflit et surtout ensuite suite à l'intervention de l'AIE et aux pressions de la grande distribution, on observe une légère stabilisation des prix entre 1,85 € et 2 € en moyenne pour le samplon 95 sur toute la France. Enfin, on va constater aujourd'hui que c'est plutôt supérieur à 2 € un petit peu partout sur le territoire français. Donc quand j'avais fait ces recherches-là, on était aux alentours du 12 mars. Donc aujourd'hui, le 20 mars, les prix sont vraiment autour de 2 €. C'est très rare de trouver, je pense, des stations essence avec des prix inférieurs à 2 € le litre. Donc voilà. Au niveau des sources à ce sujet, on peut regarder le site de Boursorama Conso, Enerzine ou encore le portail gouvernemental prixcarburant.gouv. Enfin, pour faire le lien avec l'actualité financière, je suis tombée sur 2 publications qui pourraient vous intéresser en lien avec notre sujet. Le premier s'intitule « En cas de crise, la meilleure stratégie est de ne rien faire ». Et donc, c'est un article qui a été publié dans Les Échos et il aborde les conseils en investissement du Norvégien à la tête du plus grand fonds souverain du monde, Nicolai Tangen, donc le patron du Front souverain norvégien, et il préconise tout simplement la stratégie de la patience. Le second est un épisode de podcast intitulé Market on Edge de Rothschild & Co. Et donc, cette publication a été réalisée par le département de communication sur les investissements. Et dans cet épisode, différents sujets sont abordés, donc en faisant le lien avec la situation géopolitique en Iran. Et surtout, on voit que des experts interviennent pour parler de ce qu'ils ont réalisé pour le compte de certains clients afin de stopper par exemple les investissements dans le secteur de l'énergie pour éviter de perdre, mais également la vente de quelques réserves d'or, bien que le cours de ce précieux métal ait légèrement diminué depuis le début du conflit iranien. On peut donc en conclure qu'en temps de crise, il ne faut pas réagir sur le qui-vive. Si on veut avoir un positionnement stratégique, si on veut choisir tout simplement de pouvoir survivre, saisir les opportunités ou encore vivre durant une crise mais ne pas la subir, on doit tout simplement s'armer de patience afin de pouvoir attendre et surtout de pouvoir rassembler un maximum d'informations, de sources fiables et surtout bien suivre les communications qui sont effectuées, notamment dans les domaines d'investissement stratégique. Au niveau des sources, on a mentionné les articles de TV5 Monde, l'AFP, Public Sénat, Boursorama, Reuters, France Info, ainsi que de l'essentiel de l'écho, Les Échos et enfin Rothschild & Co. Chers gestionnaires de richesse, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout que celui-ci vous a parlé et permis de mieux comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à le partager autour de vous, mais surtout à mettre des commentaires afin que l'on puisse s'améliorer lors du prochain épisode. À très bientôt, passez une excellente journée, à très vite.